La CGT, je l'ai rencontrée, j'avais à peine 14 ans. Je suis rentré comme apprenti charcutier à 13 ans et demi. Et j'ai adhéré à la CGT à ce moment-là. À 13 ans et demi. Ah oui, 13 ans et demi, 14 ans, fin 44, 45, disons, 45. D'accord. Et j'arrivais à cette époque-là des Deux-Sèvres, chez une tante pendant la guerre, j'étais 2 ans. Et quand je suis revenu, pas de boulot, mon père était chômeur aussi. Il avait vendu la ferme, il a cru découvrir le paradis en région parisienne en 1931. Et total, sa petite boutique a fait faillite. Et quand je suis revenu des Deux-Sèvres, où j'étais pendant la guerre, pendant 2 ans, 42, 43, 44, jusqu'à la libération, je suis rentré comme apprenti charcutier. Puis ça n'a pas été c'était pas très fort, bref. Ça t'a pas convaincu? J'ai quand même fait mes 3 années de charcutier. Ah oui. Et j'ai eu un problème. Il me payait pas au tarif syndical. Et on l'a mis devant le prud'homme. Donc j'étais toujours syndiqué, j'étais au syndicat et tout, prud'homme. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai plus le droit de manger avec mon petit patron, la patronne. C'était une petite charcuterie dans les lilas. Et puis voilà, j'ai eu mon CAP et j'ai eu celui de la CGT qui en a fait un. Et j'étais le premier apprenti charcutier de France, décerné par la CGT, par la Fédération de l'Alimentation. Signé entre autres, je l'ai dans mon petit recueil, signé entre autres par Georges Julien, qui était responsable des jeunes dans la fédération, et qui est devenu ensuite, c'était un grand résistant, et qui est devenu ensuite premier maire adjoint à Bobigny. Alors, comment t'es passé ensuite dans la construction? Eh bien, aussitôt après mon CAP, j'ai quitté la charcuterie. Et je suis rentré comme manœuvre dans une petite société, une coopérative ouvrière. Et dans cette coopérative ouvrière, j'ai appris le métier avec un compagnon, comme manœuvre, petit compagnon, etc. Jusqu'en 51, jusqu'à la fin de mon service militaire. À la fin de mon service militaire, j'ai quitté mon compagnon et je me suis lancé dans le plâtre. Ah oui. Petit compagnon dans le plâtre. C'est un dur métier, plâtrier, quand même. Oui. Là, j'ai pris toutes les responsabilités syndicales dans ce chantier où, à une période, on était près de 1000 ouvriers dans ce chantier-là. Près de 1000. La Société Immobilière Libération, elle dépendait d'une banque. Et cette banque, eh bien, faisait tous les corps de métier passaient par elle. Il n'y avait pas 50 employeurs, il n'y en avait qu'un. On faisait la ferraille, l'électricité, la peinture, tout était là. Tout. Alors bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, mais 1000 ouvriers, c'était au plus fort du chantier. Et il y avait un syndicat à ce moment-là? Eh bien, il y avait un syndicat. Il y avait déjà le syndicat. Et bon, après, j'ai vu des délégués, secrétaire du comité d'entreprise, tout ça, progressivement. Oui, alors pour l'essentiel, c'était des immigrés à la ferraille, à la maçonnerie, etc. C'était presque tous des immigrés. Alors comment ça se passait pendant la guerre d'Algérie. Comment la CGT a abordé ce problème des immigrés, surtout pendant la guerre d'Algérie? Comment ça s'est passé? Ça n'a pas dû être facile quand même. J'avais essentiellement des responsabilités au niveau du chantier. Je participais à une certaine activité à la Bourse du Travail avec le syndicat des plâtriers. Mais avec les immigrés, on n'avait aucun problème. Ils étaient très combatifs, très combatifs. Et on a eu des délégués comme Ben Ali entre autres, Djigri qui était planqué chez un camarade à Bobigny pendant la guerre d'Algérie, mais qui travaillait aussi avec nous, qui était membre de la commission exécutive confédérale d'ailleurs. Ah oui. Et par exemple, le camarade Ben Ali, il a été arrêté. Il a été arrêté comme de nombreux autres. Et on a suivi son parcours. Et à la libération, en 1962, à la fin de la guerre, on n'avait pas de nouvelles. On a retrouvé par l'intermédiaire de sa femme, qui
qui nous indiquait qu'il était décédé et qu'il avait des problèmes pour reconstituer sa carrière. Et il a fallu que, pour obtenir sa carrière en France, le temps qu'il a travaillé en France, il a fallu qu'on prouve qu'il était membre de la commission exécutive de la fédération, par les écrits que nous avions. Ah bon. Et c'est comme ça qu'il a, sa femme, obtenu la réversion. Alors, en faisant la preuve. Sinon, avec à ce temps-là, moi, on avait les camarades algériens, surtout algériens, mais les autres aussi, on avait toutes les immigrations possibles dans le chantier. Et il y avait du racisme à l'époque ou pas? Non, ça n'a rien à voir avec la période d'aujourd'hui. On ne voyait pas, bon, je vais peut-être dire une bêtise, mais on voyait pas, on avait des rapports fraternels, on se parlait syndicats, et on n'avait aucun problème, ils étaient tous syndiqués, on était syndiqués à 80% dans le chantier. Ah oui. Et puis, on ne voyait pas les problèmes qu'on voit aujourd'hui. Alors donc, tu as accédé à des responsabilités importantes au sein de la fédération, de la construction. C'est-à-dire que lorsque j'ai quitté le chantier Libération, après les 4 mois d'une école du Parti communiste français, pour ne pas le citer, j'ai fallu que je recherche un emploi dans le plâtre. Alors je faisais de nombreux chantiers, là, de nombreux employeurs. Je faisais un chantier, alors qu'un jour, un autre un mois, un autre. Et le chantier principal où on a on a reconstitué le syndicat, c'est chez Porot, un grand chantier à Rony-sous-Bois, où là on a remis les délégués en place, etc., etc. On a travaillé plus d'1 an, jusqu'en 61. Là j'étais jusqu'en 61 chez Porot, pendant plusieurs mois. On a traduit ce patron-là également au Prud'homme, avec presque tous les plâtriers qu'il y avait à l'époque. On n'était pas payés, ils nous payaient, on travaillait malheureusement à tâche. Et c'est là que je suis devenu, en remplacement de Lucien Labrousse, qui était secrétaire général du syndicat des plâtriers. À l'époque, nous avions plus de 200 syndiqués chez les plâtriers, à l'époque. Il était secrétaire général, et c'est là que, chez les plâtriers, j'ai été très vite, avant, comme plâtrier, membre de la commission exécutive du syndicat des plâtriers, et j'ai remplacé Lucien Labrousse comme secrétaire général des plâtriers. Et très vite, en 61, je suis monté à l'Union syndicale du bâtiment et des travaux publics, ça s'appelait comme ça à l'époque, bâtiment et travaux publics. Avec le camarade Mouillet, qui est devenu secrétaire fédéral, ensuite. Et j'ai remplacé Mouillet en 68 à la direction de toute la région parisienne, en 68. C'est un grand moment, ça, encore. Ouais. Avant 68, j'ai fait un petit stage quand même intéressant au bureau je représentais le bâtiment et les travaux publics au sein du bureau de la Seine, de l'idée de la Seine à l'époque, qui est devenu l'URIF. Et je travaillais aux côtés, j'étais permanent pendant 2 ans au bureau à l'UD, où je travaillais aux côtés d'André Tollet. J'étais son adjoint à l'organisation. Et c'est en 68 que je suis revenu, Mounier partant à la fédération, comme secrétaire de la fédération, je suis revenu au bâtiment comme secrétaire général de la région parisienne. Et au sein de la fédération ensuite? Au sein de la fédération, au sein de la fédération, en tant que membre secrétaire de la région parisienne, je suis devenu secrétaire fédéral, mais chargé uniquement de la région parisienne. J'ai toujours travaillé sur la région parisienne jusqu'à mon départ. J'étais secrétaire fédéral, mais chargé de la région parisienne. Alors avec les problèmes que ça a posé à l'époque, notamment 68, là c'était une période majeure. Alors on a fait de très nombreuses grèves dans toute la période où on le voit un peu ici, où je prenais la parole, manifestation, parole devant les chambres patronales des travaux publics ou de la chambre patronale du bâtiment. On a fait quelques exploits, mettre des traverses, mettre un chemin de fer sur la voie ferrée, sur la route construite en manifestant qui avait été préparée. On a bouché les portes avec du plâtre, avec des trous de plâtre, etc., d'entrée de la fédération parisienne, etc. On a fait un peu tous les coups, quoi, à cette époque-là.
Mais la grande période, ça a quand même été 68. 68, où là, on peut dire qu'on passait des nuits entières, à la bourse. Entre le service d'ordre qu'on devait fournir à la Confédération, la bourse du travail à rue du Château d'Eau, et répondre aux gars dans les chantiers, y aller, etc. Là, c'était une période où on ne comptait plus les heures. Là, il n'y a plus d'heures possibles. Là. On a obtenu des résultats, parce qu'on souhaitait, mais on a toujours obtenu quelques résultats, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. J'ai participé également aux négociations nationales avec Tanti et Mounier, Tanti secrétaire général, Mounier. J'avais été balancé comme administrateur de la CNRO, la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment, et pour devenir à une époque président de la CNRO, 2 ans, c'était tous les 2 ans, il y avait le changement. Bon, alors, oui, une période, une activité intense, quoi. Il n'y a pas. La période la plus. Bon, ça ne devrait pas dire ça. Mais c'est cette période de la construction, disons que c'était une période où on ne comptait pas les heures. Moi, je vois tous les syndicats professionnels à l'époque, avant de devenir syndicat d'entreprise, c'était la grande bataille dans la construction. On était organisé en syndicats professionnels. Et dans les années 62, 64, on s'est battu, la fédération s'est battue pour mettre des syndicats d'entreprise. Mais les syndicats professionnels, petit à petit, après 68, ont disparu. Faut-il. Est-ce une erreur? Est-ce pas une erreur? Moi, je sais que je m'interroge, compte tenu des difficultés dans les chantiers, compte tenu de l'organisation des chantiers maintenant, où les gens font un chantier et disparaissent de l'entreprise. Souvent, les élections de délégués sont sur le chantier et pas sur l'entreprise, ils disparaissent, etc. Est-ce que c'était la meilleure solution de faire disparaître les syndicats professionnels? C'est une interrogation que j'ai actuellement, auquel d'ailleurs j'ai contribué à mettre des syndicats d'entreprise, bien sûr, mais est-ce que c'était la bonne solution? Ah oui, les syndicats professionnels, ils ont joué à... Enfin, je me rappelle qu'en tant que permanent, je quittais rarement le syndicat avant 7h, 8h le soir. On y allait le samedi, pas tous les samedis, mais souvent. Et le dimanche, tous les mois, il y avait ou une assemblée générale des batteriers, ou une assemblée générale des cimentiers, ou une assemblée générale des carreleurs, Et bien sûr, en tant que secrétaire général, en tant que secrétaire de la région, je participais, y compris le dimanche matin, à beaucoup de réunions, disons. C'était une autre vie que syndicale, que je crois maintenant quelque peu disparue, et je crois que c'était salutaire de travailler dans d'autres conditions. Ce n'étaient pas des conditions tout à fait normales à l'époque, mais ça répondait aux conditions de l'époque. Alors tu as connu aussi la période de la victoire de la gauche en 81. Ah oui, 80, oui, j'étais en bureau de vote en 80. J'étais en bureau de vote à Drancy. Et au dépouillement, j'étais au dépouillement, je ne voyais plus clair. J'avais mal aux yeux, c'était abominable. Et le lendemain, j'avais une réunion à la Confédération. On préparait le premier congrès, en 80. J'avais une réunion avec Jean Dubois. Le premier congrès de l'UCR. On préparait en 80, pour le 82, le premier congrès. Et on préparait, et Jean Dubois envisageait me proposer, disons, à l'époque, comme secrétaire général. Oui, parce que tu es le premier secrétaire général de l'UCR. Le lendemain des élections, j'étais à la réunion à la Confédé avec Jean Dubois et Simone Bouillot, qui était secrétaire également. Et puis, ils m'ont envoyé approcher de l'urgence, oui, plus clairement. Déjà, glaucome. Mais c'était le lendemain des élections de Mitterrand, ça. Et c'est après, toute la période de 80-82, bon, j'étais en même temps secrétaire régional de bâtiment, travaux publics, et en même temps, je contribuais déjà à la préparation du premier congrès, etc. Alors, raconte-nous un peu la préparation de ce congrès. Comment ça s'est passé?
La préparation de ce congrès, disons que on avait programmé, Jean Dubois, le collectif, il y a eu quand même, faut dire antérieurement comment ça marchait l'UCR. L'UCR, on parle toujours de l'UCR en tant que telle, elle existe depuis. Elle existait sous forme de commission, où le camarade Pierre Delon était le responsable, il était de la fédération, je crois, ou des employés ou du commerce. Et Pierre Delon, quand il a quitté, c'est Jean Briquet qui est devenu le responsable, jusqu'en 79. En 79, c'est Jean Dubois. Alors, en 79, c'est devenu des conférences. De commission, c'est devenu Conférence nationale de l'UCR. Et après cette c'était la deuxième ou troisième conférence, je n'ai plus en tête, c'est là qu'on a préparé ensuite, avec Jean Dubois, le premier congrès de l'UCR. Alors, le fait de tenir un congrès de l'UCR, le premier, ça signifiait que les retraités CGT devenaient une organisation spécifique, c'est ça que ça voulait dire? Elle revenait une organisation à part entière de la CGT, au même titre que l'UGIT. Là, il faudrait que je reprenne des écrits, parce qu'on définit très bien, aussi bien Henri Krasuti que d'autres ont très bien défini. Oui, on donnait majeur, enfin, dans le cadre de l'orientation de la Confédération, bien sûr, en liaison avec les actifs et tout, ça existe, ça a toujours existé. Mais il y avait par rapport à ce que j'ai pu lire antérieurement, les batailles qu'il y avait au bureau confédéral, c'était la finalité de toutes les discussions qui ont eu lieu au bureau confédéral, où Jean Dubois d'ailleurs a joué, Jean Briquet, mais Jean Dubois surtout, ont joué un rôle essentiel pour que ça devienne une organisation à part entière de la CGT. Et quelles étaient les réticences de la direction confédérale? Les réticences, au départ, ça a été un peu dans beaucoup de fédérations, il y avait déjà des organisations de retraités. Ils étaient liés aux actifs, ils avaient des cartes et timbres d'actifs. Mais le mouvement, on est parti en 80. Quand il y a eu le premier congrès, on avait 315 000 syndiqués à l'UCR. Premier congrès. Ça veut dire que les autres avaient travaillé drôlement déjà avant, les fédérations. Bon, alors, la question que tu posais, c'était... Les réticences, quel type de réticences il y avait? Oui. Par exemple, dès le départ, il y a eu des réticences entre Benoît Frachon, entre autres, et d'autres camarades sur la cotisation. Fallait-il imposer une cotisation aux retraités? Benoît n'était pas chaud. Il ne le souhaitait pas. Il faut dire qu'on avait constitué, il y avait l'Union des Vieux-de-France à l'époque. On était parti, on avait constitué, on avait été partie prenante en grande l'Union des Vieux-de-France. Et c'était une rupture, c'était la rupture qui commençait à se déterminer là. Et alors les prix du timbre, c'était les fédérations qui ont déterminé le prix du timbre, etc. Ça se fait petit à petit. Jusqu'au premier congrès, on a dit maintenant le prix du timbre c'est 1%. On souhaite toujours, malheureusement... La décision du timbre à 1%, ça date du premier congrès. Le premier congrès, on souhaitait que ce soit déjà 1%. D'accord. Mais au départ, c'était plutôt 0,50%. À l'époque, c'était 0,50%. On y est toujours à peu près, et encore. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a, chez les retraités, pratiquement, dans la connaissance que je peux en avoir, il y avait, avant c'était des trimestres, il y avait 4 trimestres, notamment. Pour les congrès, c'était des trimestres, 4 trimestres. Et ça faisait 12 timbres quand même. Maintenant, c'est les timbres. Il y a toujours 12 timbres. Et c'est vrai qu'en règle générale, les retraités ont leurs 12 timbres. Le FNI plus 11 timbres, en règle générale. Après, le prix,
il est plus variable, plus difficile la bataille pour les 1%. Il y a peu de syndicats, je crois, qui sont de retraités qui sont à 1%. J'en connais un syndicat qui a 1%, c'est par exemple le syndicat des retraités des communaux territoriaux de Bobigny. Là, ils sont à 1%. Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Et alors après, il y a aussi la liberté, selon les militants, de payer plus cher que ce que le syndicat demande. Heureusement. Heureusement. Moi, c'est un peu mon cas. Je paye bien plus cher que ce que le syndicat me demande. Alors, cette bataille, pour venir au Congrès, disons que ça nécessitait, à mon avis, d'après ce que j'ai pu lire, ou les écrits, j'arrive pas toujours bien à lire ce qu'écrivaient les camarades, de la façon dont ils écrivaient. C'est difficile à dire quand un camarade écrit comme Chambriquet, Dubois, etc. Mais disons que c'était une bataille qui a duré environ 4 ans. Quoi. Pendant 4 ans, pour arriver à 81, il a fallu 4 ans, 82. 81, c'était la fondation. Et 81, la grande bataille de 81, disons, ça a été de préparer une manifestation nationale en 82. Et je dois dire que toute la CGT a été concernée dans le coup. Et que l'objectif, disons, c'était de mettre 100 000 retraités à Paris. Et on a obtenu le résultat dans tous les écrits, c'est 100 000 retraités à Paris qu'on n'a jamais pu réaliser depuis. Alors qu'un service d'ordre, le service d'ordre des actifs, des syndicats, fédérations, etc., mais toute la CGT s'est engagée dans cette bataille sur la base des revendications de l'époque. C'est-à-dire que... Je rappelle d'ailleurs une anecdote que plus tard, c'est un peu plus tard, je ne sais pas comment ça va, mais quand Mitterrand est venu au pouvoir, alors il y a eu 82 la grande manifestation, nos revendications, et je ne me rappelle plus si en 82 ou 83, je vais prendre une nouvelle de l'époque, je l'ai, mais je n'ai pas pris là. On a titré Vie Nouvelle, les retraités ne veulent pas être les oubliés du changement. Et ça avait fait quelques bruits dans la Confédération. Parce qu'on est encore sur l'orientation de il va y avoir des changements, il y a des changements, et les retraités, ils sont comme les actifs, ils obtiennent ou ils n'obtiennent pas, mais le titre a été fortement critiqué à l'époque. Parce que, oui. Parce que, c'est-à-dire que malgré la victoire de la gauche, si je puis dire, les retraités se sont mobilisés dès 1982. Oui, la grande manifestation avec des revendications. Dans cette période aussi, il faut dire que c'est là qu'on a ça a été aussi une bataille avec la CGT d'avoir un journal, une revue. Et ça demandait, dans le cadre de l'approbation du Congrès. Et c'est à la suite du congrès de l'UCR, on a sorti un numéro à 1 million d'exemplaires en 2 pages. Vie Nouvelle, donc. Vie Nouvelle. Et après, on a constitué Vie Nouvelle. En même temps que dans les années 80, 82, 83. C'est là que Vie Nouvelle est apparue. Donc c'était 2 actes importants quand même. Oui, la Vie Nouvelle est bien. Hein. Je le trouve bien. Je dois dire une chose quand même, je ne sais pas comment ça peut se traduire, mais quand on a constitué l'UCR en 82, au fil du secrétaire général, on avait la responsabilité non seulement des retraités, mais de tout le secteur retraite complémentaire. C'était un travail immense. Et ça a duré du premier au deuxième congrès. Au deuxième congrès, c'est la Confédération qui a repris tout le secteur en retraite, heureusement. C'est un travail immense. Et toi, tu as été secrétaire général donc, du premier congrès jusqu'à... Secrétaire général de 82 à 88. À 88, de mandat. 6 ans. Oui. Et qu'est-ce que tu retiens de cette période-là? Ça a été enrichissant. Avec les camarades qui m'ont beaucoup aidé, comme Pierre Delplanque de l'EDF, comme
Le Merlu, qui était le directeur de Vie Nouvelle, le camarade. Au bureau confédéral aussi, je crois que Krasuki a joué un rôle essentiel dans la constitution du CR et dans le suivi du CR après. Mais disons que c'était pas tous les jours, disons que c'était quand même l'évolution, disons que s'est faite progressivement, les USR ont acquis, se sont constitués, et c'était surtout au niveau des fédérations qu'il y avait les retraités. Bon, les USR sont constitués, avec dépôt des candidatures, on a toute la liste des candidatures, pas des candidatures, des dépôts de statut au niveau des départements. Je crois que la mise en place des USR dans les départements s'est faite surtout à partir du premier congrès. C'était une question très importante. Et puis, alors, les luttes, toute cette période des luttes, on a quand même fait beaucoup de luttes, pas toujours avec un résultat escompté, comme malheureusement, comme tout le monde. Mais enfin, des luttes dans les départements, des luttes au niveau des fédérations, avec les cheminots, avec l'EDF, etc. Il faut dire qu'une des causes moi me semble-t-il, une des causes du fait que nous étions à 315 000 adhérents et que la tendance a été laminée progressivement, provient pour une grande part de la disparition du secteur, du secteur entier. Mineur. Si je prends par exemple les mineurs, il y avait 50 000 adhérents retraités à la CGT. Il n'y en a plus, pratiquement. À l'EDF, il y avait énormément aussi. Peut-être qu'il y a eu moins de casse à l'EDF que chez les cheminots. Chez les cheminots, c'était une des plus fortes fédérations. Mais là aussi, le nombre de salariés a considérablement diminué. Bon, alors toutes ces causes, la fermeture d'entreprises, etc., bon, n'ont pas... On fait du syndicalisme chez les actifs comme chez les retraités, ils ont des dégâts, incontestablement. Et tout ça, c'est à reconstruire, à refaire, à gagner. Et c'est pas une simple bataille, quoi. Et pour les retraités, c'est important parce que les retraités présentent une force maintenant importante dans un pays comme la France. 16 millions de retraités. 16 millions de retraités. Ça justifie pleinement la création de l'UCR, à ton avis? Oui. Oui, je crois que la grande question qui était d'actualité il y a déjà des années qu'on a traité en long et en large, qui est traitée encore en permanence, c'est le lien actif-retraité, c'est-à-dire que deviennent les syndiqués actifs quand ils deviennent retraités. Et là, la bataille n'est pas gagnée. Si on ne la prend pas en permanence au niveau des entreprises, des fédérations et autres, en permanence, avec l'idée que quand on devient retraité, on reste syndiqué à la CGT. J'ai un écrit, par exemple, je ne sais pas ce qu'il vaut. Moi, je l'ai adoré. Il est vieux. Il est de Pierre Delon. Je l'ai cité tout à l'heure. Pierre Delon, qui était avant Briquet, donc avant 70, dans les années 75, 78, 79, qui était secrétaire de la commission des retraités, aux côtés de Léon Mauvais d'ailleurs. Aux côtés de Léon Mauvais. Léon Mauvais, à cette époque-là, était le responsable confédéral de la combinaison des retraités. Et ce camarade Pierre Delon, en avril 80, je peux le citer, en avril 69, dans un article publié dans Le Peuple et intitulé L'affaire de toutes nos organisations syndicales, disait: nous pensons que la place des anciens travailleurs est à la CGT, dans leurs syndicats, aux côtés des organisations des actifs, car leurs intérêts sont communs. Et il continuait plus loin, je cite: s'occuper des retraités n'est pas une tâche mineure. Ce n'est pas une voie de garage. Il faut les défendre, les organiser. C'est nous qui sommes les mieux placés pour le faire. C'est une tâche importante, c'est une tâche d'honneur d'agir jusqu'au bout, suivant nos moyens et nos forces, d'œuvrer pour le renforcement, pour le rayonnement de la CGT. Nous avons le devoir envers nous-mêmes, envers les jeunes qui nous remplacent, déjà aujourd'hui, qui nous remplaceront demain, de démontrer que nous ne sommes pas des sclérosés. L'âge, les combats difficiles, les malheurs de la vie ont pu abîmer la carcasse, mais le cerveau doit rester lucide. Et surtout, mes camarades, le cœur doit rester jeune. J'ai admiré cette... Ah oui, là c'est... Et ça reste d'actualité. Ça reste d'actualité. Complètement d'actualité. Et c'était ça en 69. Mais on peut presque terminer là-dessus, non? Si heureux.
Hein? Qu'est-ce que tu ajouterais par rapport à tout ce que tu viens de nous dire? Mais moi, personnellement, j'ai toutes ces responsabilités, mais je les ai pas. J'ai eu des responsabilités au niveau des retraites complémentaires, à bureau de l'ARCO, au CNRPA. Puis quand j'ai quitté l'UCR, je suis devenu membre du bureau de l'USR de la Seine-Saint-Denis, où j'avais la responsabilité des CODERPA, du CODERPA, pendant de nombreuses années. Et puis maintenant, je continue, je suis responsable de mon bulletin syndical, au syndicat du bâtiment, des retraites et du bâtiment public. Je continue une certaine activité, mais ce qui est malheureusement, ce que je regrette, c'est de ne plus pouvoir manifester comme je l'ai fait pendant des dizaines et des dizaines d'années. La dernière manifestation à laquelle j'ai assisté, c'était pour Charlie Hebdo. Et j'ai pas été très loin parce que j'étais obligé de reprendre le métro très vite, j'étais mal à l'aise. Et c'était peu de temps avant que je fasse un stage d'1 mois et demi à l'hôpital. Et depuis, j'avoue que partir dans une manifestation, j'appréhende et que je n'y vais plus. Mais je continue quand même mon activité syndicale à rue du Saint-Otto avec mes camarades du bâtiment.